Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je veux parler du serment d'allégeance dont on entend beaucoup parler dernièrement. On s'entend que la discussion autour de est-ce que des personnes qui sont souverainistes idéologiquement peuvent porter un serment d'allégeance sans justement faire dans le fond, un parjure, dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et je dois comprendre vraiment l'enjeu parce que pendant des années, on avait l'idéologie derrière laquelle on prenait serment face à la reine. La reine, c'était déjà quelque chose d'autre que le roi Charles, qui était un personnage beaucoup plus public, beaucoup moins neutre dans sa représentation, car la reine a toujours gardé une posture très neutre, elle savait faire l'équilibre entre ce qu'elle présentait publiquement et ce qu'elle présentait de sa vie privée. On s'entend que dans le cas de Charles, sa vie privée, Camilla, la princesse Diana, ses fils, c'est le mystère autour de la royauté, de ce qui était quand même un objet de neutralité, quand c'était la reine qui représentait, était beaucoup moins difficile à gober que présentement porter allégeance à Charles. Déjà, je pars de cette idéologie-là dans une société où tout est connu, tout est su. On connaît la marque de tes sous-vêtements s'il faut. Eh bien, prêter allégeance à un être vivant aussi dans l'imaginaire des gens, ça, c'est compréhensible. Déjà que ça fait un premier pas. En tant que Canadien, en tant que Québécois, en tant que souverainiste ou en tant que même autochtone, t'es comme déjà, c'est pas la reine, hein? Mais là, on rentre dans l'idée de la souveraineté, de se porter parjure. Certaines personnes veulent faire le serment, mais loin des caméras pour ne pas avoir à être filmé. C'est un peu comme avoir un test médical. Tu n'as pas envie que tout le monde te regarde quand c'est si gênant que ça, de porter allégeance à justement une institution qui est aussi vétuste pour beaucoup et qui représente quand même aussi le fait que les lois changent, les sociétés changent, les codes culturels changent. Et donc, ce qui était la reine il y a 50 ans et ce qui est le roi aujourd'hui, c'est deux choses complètement différentes. Et en tant qu'individu, en tant que personne qui font partie d'une fédération, du fédéralisme, et aussi du fait que beaucoup de gens, pas seulement au Québec, là, mais je parle dans d'autres provinces, ont des rêves de souveraineté, d'avoir des provinces ayant plus de pouvoir que le pays qu'est le Canada, ou même que la souveraine ou le souverain, excusez-moi. C'est des discussions qu'ils peuvent avoir. Mais moi, ce que je veux arriver, c'est quand même l'angle autochtone de ceci, parce que ça va être très intéressant, vu qu'on a notre première femme autochtone élue. Et moi, ce que ça a sonné comme alarme, ce que je veux toujours qu'on fasse attention, c'est l'instrumentalisation de l'identité autochtone, ou plutôt, dans ce cas-ci, de l'identité d'indienne inscrite. Puis, excusez-moi, parce que la loi sur les Indiens existe encore dans ce terme-là. Qu'est-ce que ça représente de porter allégeance, pas uniquement à titre de représentante de ton parti politique, mais aussi à titre de personne qui est inscrite sous la loi sur les Indiens. Et là, ça va soulever, si ça soulève justement l'idée du parjure chez des personnes qui sont souverainistes, est-ce qu'on n'était pas en train de demander à quelqu'un qui est encore vu comme un pupille de la couronne de porter allégeance, dans le fond, à ce qu'on appelait quand même la reine grand-maman Élisabeth, là, c'est grand-papa Charles, est-ce qu'il peut porter allégeance quand il est encore un mineur aux yeux de la loi? Tu sais, ça va amener des questions de droit, des questions de loi, des questions de vétusté des lois, mais aussi des changements de société. On ne se serait pas posé la question s'il n'y avait pas eu justement une personne autochtone élue, si on ne voyait pas justement, parce que là, on ne parle pas des élections fédérales, on parle des élections provinciales, et là, ça change aussi la forme de qui tu es comme élu. Et est-ce qu'on va faire porter justement à notre nouvel élu le poids de porter la parole comme femme autochtone et en plus comme représentante de son parti? Est-ce qu'on va l'opposer justement à des idéologies de souveraineté qui sont composées puis bâties autour d'une identité québécoise alloctone, quand on veut essayer d'avoir même une discussion autour de l'identité autochtone dans la souveraineté et que ce n'est pas encore accompli. Donc, très intéressant à voir. Oui, c'est vrai que ça sert beaucoup plus à redorer l'image d'un parti souverainiste, mais ça va amener des questions d'identité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de mon point de vue pour voir comment est-ce qu'on va faire cette discussion-là, comment est-ce qu'on va la bâtir, est-ce que ça va être fait d'une façon respectueuse
éduquer sur les enjeux autochtones, sur les doubles rôles, sur l'identité qui est portée par des personnes qui ont des rôles et non pas une identité de premier ministre ou une identité, tu sais, ça n'existe pas une identité de premier ministre, c'est un rôle. Donc, ou de ministre ou même d'élu. Tu sais, c'est comment c'est porté quand, en plus, cette loi-là est une loi qui est porteuse d'identité, la loi sur les Indiens, versus justement des allégeances dans un format politique dans lequel tu t'es fait élire, dans lequel tu as participé. Fait que tout ça, c'est comme des entrecroisés que je trouve passionnants et que j'ai hâte de voir se développer. Mais ce ne sera pas acceptable si c'est fait au prix de l'instrumentalisation d'une femme autochtone qui elle-même est en train de porter un rôle comme représentante autochtone dans une politique qui vient de s'ouvrir à elle. Donc, intéressant, comme toujours. J'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte de comprendre ce que ça représente pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas à partager de vidéos, n'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions. Je vais vous souhaiter une belle semaine.